immédiate du bourg, le château d'Azay-le-Rideau. Vu du ciel, on tombe sous le charme immédiatement. Si la silhouette du château est celle d'une forteresse féodale, le plan en L de la construction, la symétrie de l'ordonnance, le dessin des façades sont caractérisés par le goût Renaissance. Dominant la rivière, le château d'Azay-le-Rideau symbolise à merveille le nouvel art de bâtir du Val-de-Loire au XVIe siècle. Les plus beaux témoignages en sont la façade de l'escalier droit et à rampe et le corps de logis magnifiquement agencé. Avec le règne de François Ier, une nouvelle classe d'hommes riches et puissants s'installe en Touraine. Ces personnages ont en main les finances royales. Issus de la bourgeoisie, fraîchement anoblis, ils n'ont de cesse d'affirmer leur nouveau rang en construisant leur château à la manière de leur monarque. Au gré des propriétaires qui se succèdent pendant 5 siècles, le château se transforme. Il devient une villégiature abritant la même famille, les Biencourt, durant tout le XIXe siècle. Racheté par l'État en 1905, le château est le poumon économique du village. De nos jours, avec 310 000 visiteurs, il est le 5e site du Val-de-Loire en termes de fréquentation. Géré par le Centre des Monuments Nationaux, une équipe d'une 30aine de personnes s'affaire tout au long de l'année à faire vivre ce lieu magique. Ce château a été construit par Gilles Berthelot et Philippe Lesbailly au début du XVIe siècle. Gilles Berthelot a acheté une seigneurie pour pouvoir instituer son haut lignage et augmenter ainsi son rang social. Il y a un personnage sur lequel j'aimerais m'arrêter un petit peu plus, c'est la figure de Philippe Lesbailly, l'épouse de Gilles Berthelot. Quand Philippe Lesbailly a suivi ce chantier, elle a fait appel à un maître maçon italien parce que en fait, ce château est construit sur une île, donc une zone inondable, un peu marécageuse, une île qui est entourée par les bras de l'Indre. Et en fait, il a une particularité, c'est qu'il a été construit sur pilotis. Alors vous voyez ici, nous sommes dans l'artère principale du château avec cet escalier droit qui est construit vraiment au milieu du corps de logis. On voit cette rampe qui a été taillée dans le mur, qui est une rampe droite, et c'est très moderne pour le début du XVIe siècle, car à cette époque, on construit essentiellement des escaliers en vis, des escaliers d'ailleurs comme au château de Blois, qui sont des escaliers hors d'œuvre. Et c'est très moderne aussi parce que ça permet en fait une distribution des espaces de chaque côté du corps de logis, une distribution moderne pour circuler dans les appartements. On appelle cet escalier un escalier à loggia parce que vous avez des fenêtres ouvertes sur l'extérieur, ce qui permettait de se faire voir. Il y a une petite anecdote sympathique qui date de l'époque des Biencourt. Quand ces derniers étaient propriétaires du château, ils l'ouvraient à la visite pour des touristes de prestige. Et ils ont construit un mythe en racontant un peu partout en fait que François Ier avait habité au château. Et ils ont érigé ce château comme étant royal. En fait, on n'a pas eu la visite de François Ier, mais nous avons eu la visite d'un autre roi, et puis je vais vous montrer. Nous avons eu ainsi la visite de Louis XIII en 1619, qui a passé 3 jours au château. Et aux Archives nationales, en fait, on a toutes les informations sur son séjour. On sait qu'il est allé chasser en forêt de Chinon. On sait également qu'il a mangé de la confiture de groseille. Et puis, on sait par ailleurs qu'il a aussi qu'il s'est lavé. Alors, on ne se lavait pas avec de l'eau à l'époque, mais avec des parfums de façon à chasser les pestes, puisqu'on pensait que l'eau, et c'était pour des raisons assez confirmées, transportait les maladies. La vie d'un roi n'était pas très marrante, puisque son médecin, qui était juste dans la pièce d'où on vient, consignait la moindre de ses activités.
XVIe siècle, le premier étage du château est l'étage noble. Il comprend la chambre de la maîtresse de maison, celle de son époux et la salle d'honneur. Philippe Lesbailly, épouse de Gilles Berthelot, a initié la construction du château. Sa chambre, véritable lieu de vie privée, est en cours de restauration. Le Centre des Monuments Nationaux a constitué un comité scientifique afin que chaque détail respecte les savoir-faire et les matériaux de l'époque. Magali, responsable de la restauration, s'investit beaucoup. Titulaire d'une thèse de doctorat sur le XVIe siècle, elle est intarissable sur le sujet. L'idée de remettre des nattes comme on les trouvait à la Renaissance, c'est une idée que j'ai depuis à peu près une vingtaine d'années, qui remonte au moment de mes études où j'ai découvert dans l'iconographie justement de la Renaissance et en tout premier lieu sur une des cheminées peintes du château d'Écouen que la scène elle-même se détachait sur des nattes peintes, enfin l'imitation donc de nattes en peinture. Et donc j'ai trouvé ça assez surprenant. Donc là je commençais à me poser des questions. Je dis tiens c'est marrant, ils ont mis de la paille sur les murs. Et donc j'ai cherché un petit peu systématiquement comme ça, donc dans l'iconographie et dans les textes, cette évocation donc de ces nattes. Je me suis rendu compte que c'était du jonc. Donc il y existait des maîtres nattiers, donc qu'une corporation donc qui était spécialisée dans la réalisation donc de ces nattes. Et je suis rentrée comme ça donc en contact avec Felicity Aarons. Je lui ai exposé mon projet et elle m'a répondu en me disant oui, c'est tout à fait possible. Donc c'est ce que nous faisons donc en Angleterre, dans un certain nombre de châteaux ou d'églises anglaises. Mais il y a une petite différence, c'est que nous avons l'habitude de les poser au sol. Et donc là, pour nous, ce sera une grande première puisqu'il s'agira de les poser au mur. Ce projet a été de retrouver justement cette garniture de nattes et de restituer également dans cette chambre un lit tel qu'il y en avait un à la Renaissance, qui était systématiquement garni de pentes. Donc les pentes, ce sont ce qu'on appelle également les rideaux. Il y avait une courte pointe, donc qui est cet élément-ci. Très souvent, une courte pointe édredon, donc qui porte son nom. Et puis, on avait soit traversin, coussin, donc, ou deux coussins, un traversin. Alors là, comme vous pouvez le voir, le débit de l'Indre est très soutenu, très élevé. Cette année, on a eu la chance de ne pas connaître une des crues centenaires, une crue où le château peut être inondé au niveau de l'escalier. Et ce sont juste les miroirs côté façade sud qui ont un peu débordé et restreint l'accès au parc pour nos visiteurs. Avant que ce château 16e soit construit, au moment de l'époque médiévale, en fait, il était intéressant de le situer à cet endroit, puisque l'Indre constituait en fait des douves naturelles et participait à la fonction défensive du château médiéval. C'est là où on voit la passion en fait des gens qui travaillent dans le patrimoine et la passion de Magali, parce qu'elle est en train de transmettre ses connaissances et tout son travail accompli pendant 2 ans. Et c'est un moment complètement instantané, spontané et une rencontre. C'est beau, c'est beau. En tout cas, merci. Je vous en prie, bonne visite. Au revoir. Et faites encore revivre beaucoup de choses comme ça. Oui, on va s'y attacher avec madame qui est l'administrateur du monument. On va s'attacher à essayer de continuer. C'est ça, retrouver la vérité. Et voilà. Les experts, il n'y a pas qu'un Miami, hein, chez nous aussi, dans l'histoire. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. J'ai pas fait attention. Les experts, il n'y a pas qu'à Miami. J'ai pas fait attention. Les experts d'Aziz et nous.
C'est une exposition pour laquelle j'ai emprunté quelques œuvres. Donc ce grand tableau qui vient du château royal de Blois, donc qui est un bal à la cour des Valois. Et donc dans ce tableau, ce qui m'intéressait, c'était que l'on voyait précisément des nattes recouvrir le sol, comme dans la pièce dans laquelle nous sommes. Et sur ce sol de nattes, des danseurs sont en train d'évoluer. Ce qui peut paraître un peu surprenant aujourd'hui, mais il faut se souvenir qu'ils portaient, comme l'on voit ici, donc de fines chaussures en tissu et en feutre. Et qu'effectivement, pour la danse, le jonc devait parfaitement convenir, puisque empêchant donc de glisser, de déraper. En plus, pour la danse, il s'agit d'une volte, c'est-à-dire une danse où on saute beaucoup. Donc le côté très moelleux de la natte, puisqu'elle est montée sur une thibaut dans laine, fait qu'on devait amortir tout simplement donc le choc de la danse. Le tableau qui est à côté, c'est un tableau qui appartient aux collections d'Azel Rideau. Et donc dans ce tableau, les nattes là sont disposées sur les murs, donc comme dans la chambre Renaissance. Donc elles sont dans le fond de la composition. Unique en France, cette restauration d'envergure offre la possibilité aux visiteurs de découvrir une chambre du XVIe siècle dans son état d'origine. La chambre Renaissance devient ainsi un pôle d'attraction supplémentaire, distinguant le château d'Azay des autres demeures du Val-de-Loire. Le château d'Azay-le-Rideau se situe au cœur d'un village coquet et vivant dont les rues principales convergent à ses pieds. Cette cité touristique a gardé tout son charme et conserve un lien presque charnel avec son château. Il est le centre d'intérêt de beaucoup de villageois qui y travaillent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ah oui, je suis né ici même. C'est ce qui fait que je l'entretiens avec amour. Mon grand-père et mon père, ma mère jardinait ici. Oui, mon grand-père maternel était jardinier professionnel. Les autres, c'était des amateurs. Et moi, je suis un amateur. Même en tant que libraire, je peux aimer les livres et la nature. Donc la passion, c'est aussi la passion de l'histoire. Et donc vous voyez ces pointes de flèche et ce grattoir, ça date du temps des préhistoriques. J'ai trouvé ça simplement en bêchant mon jardin. La fibule, elle est romaine, ça servait à attacher les vêtements. Et quant au bouton, c'est un bouton romain en plomb. Donc cette passion, j'aime la partager. Et je la partage notamment en faisant visiter donc, durant l'été aux touristes et puis aux gens d'Azay-le-Rideau. Je leur explique l'histoire de leur village, son évolution. Et j'essaie de transmettre cet amour de la petite patrie, de notre Heimat, comme on dit en allemand. Voilà. Là où est le pain, et là est ma patrie. Donc ici, nous sommes à l'entrée de la ville d'Azay-le-Rideau. Donc vous avez la petite rue du Moyen-Âge qui mène au château. Et là, il faut s'imaginer qu'il y avait 2 tours au Moyen-Âge, donc c'était une ville fortifiée. Et là, vous avez l'axe est-ouest qui est parallèle à la rivière. Ça date du temps des hommes préhistoriques, puis des Romains et au Moyen-Âge. Et donc, c'était orienté vers les Varennes, donc qui sont des terrains de culture le long de l'Indre, qui permettaient d'avoir en dehors de la ville des légumes, des choses comme ça. Donc Azay a été rasé sous Charles VII parce que la garnison Armagnac avait insulté le roi de France qui se rendait à Chinon. Et donc il a fait prendre la ville d'assaut et il l'a fait raser. Les habitants ont été dispersés, plus ou moins massacrés. Et donc pendant un siècle, on appelait Azay-le-Rideau Azay le brûlé parce que la ville avait disparu. Alors vous avez ici les ponts d'Azay-le-Rideau. Donc les ponts, qui dit pont dit péage. Et donc il y avait un péage et donc un octroi. Et la petite maison que l'on voit a servi d'octroi jusqu'à dans les années 1860 quand l'octroi a été abandonné. Donc cette vue d'Azay-le-Rideau, c'est une vue symbolique pour tous les villageois parce qu'elle est située sur le chemin du cimetière.
mais elle n'est pas connue des touristes, seule des curieux. Et elle symbolise vraiment l'amour charnel des habitants. On a le château, on a le village, on a l'église. Voilà, c'est tout un symbole. Partout où on va, on dit je suis d'Azel-Rideau, tout le monde pense au château. Donc c'est comme d'habiter Versailles. Bon, voilà, il y a des grands lieux de l'histoire. Et bien, Azel-Rideau en fait partie. Ah, le banc de mon enfance. Ah, mon père. Il a 17 ans à peu près. Moi, je suis un peu plus jeune. Je dois en avoir 7 ou 8. Bien, le parc était à l'époque ouvert au public. Donc tous les gens d'Azel-Rideau pouvaient venir avec leurs enfants. Il n'y avait pas de billetterie, on rentrait librement. Quand le public avait quitté le château à 7 heures, l'été notamment, comme je connaissais la fille du gardien, eh bien nous avions le droit, ses parents nous autorisaient à venir jouer à cache-cache. Et alors cet escalier magnifique qui mène au comble, qui était fermé bien entendu au public à l'époque, nous servait de terrain de jeu. Voilà. On accédait à une porte qui était toujours fermée avec un loquet, mais il n'y avait pas de cadenas, donc on rentrait librement. Ce qui marque toujours les enfants, si vous voulez, c'est la perspective et la hauteur. C'est comme les frondaisons. Ici, vous avez une forêt de poutres. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que c'était le logement des domestiques par rapport aux seigneurs qui étaient dans les belles pièces. Ici, l'hiver, il devait faire froid et humide. Enfin, à l'époque, on se contentait de la paille et d'une couverture. Chaque château a son histoire. Les différents propriétaires, les écrivains, y ont laissé un théâtre d'ombre. Derrière les pierres, il existe un univers de fantômes. Si on a la chance de travailler sur un tel site et qu'on a un caractère sensible aux sentiments esthétiques, on peut alors éprouver une sensation puissamment médiévale. Comme si on pouvait donner corps d'une seconde à l'autre à un autre monde, comme par magie. En ce petit matin printanier, le système d'alarme ne détecte rien de hanté, juste des chimères qui disparaissent avec les premiers rayons du soleil. Jardiniers, techniciens, agents de maintenance, toute l'équipe est à pied d'œuvre afin d'ouvrir le château dans les meilleures conditions possibles, en temps et en heure. Bon. Voilà. Bon, ben, je vais vous faire voir... tiens, regardez ça. Je vais vous faire voir un peu comment c'était avant. Le projet que la direction de Madame Laurent m'a demandé, c'est de recréer un jardin de légumes anciens et de médicinal. Parce que il n'y avait rien dans ce jardin, donc il fallait faire quelque chose, et puis il fallait surtout redonner une allure à ce jardin. Et c'est un plus pour le domaine, c'est un plus pour la visite, c'est un plus pour les enfants, ça peut être un outil pédagogique très intéressant. Donc on va aller voir tranquillement les gens. Bonjour messieurs, dames, faut pas avoir peur d'avancer. Donc ici c'est un jardin un peu comme le style des jardins de curé, quoi, comme on trouvait un peu. On essaie comme on n'a pas beaucoup de terrain, on essaie de recréer un peu l'ambiance d'un jardin de curé. Donc le jardin de curé, ce qu'on trouvait dans le temps Moyen-Âge, eh ben, c'était quoi? Des plantes, c'était pour ça se servir, quoi. C'était pour décorer, pour faire de la teinture.
Vous voyez, toutes ces plantes étaient faites à des fins utiles. Donc on l'a remis, c'est un jardin qui est tout récent, on a remis des vergers comme on avait dans le temps, vous voyez, des pommiers, de la vigne. Dans le temps, dans tous les jardins du Moyen-Âge, c'est ce qu'on avait au départ, au long du mur. Et on a mis aussi des variétés de fleurs pour des belles variétés qu'on trouve pour faire des beaux bouquets dans les châteaux. Bon, malheureusement, comme partout en France actuellement, il fait froid. Donc quand il fait froid, les plantes ils fatiguent. Donc là, c'est pour ça qu'il nous faudrait que le soleil qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment important. Voilà, là c'est vraiment extraordinaire. Parce que vous voyez, le froid, ça, on ne devrait pas le voir à cette époque-là. On ne devrait pas le voir. La plante devrait être toute verte. Disons que je suis très content, très fier. Parce que quand on m'a donné au mois d'octobre de dire « Patrick, il faut qu'on refasse le jardin », j'ai dit, pour moi, c'était motivant, quoi. Parce qu'au moins, je me sens reconnu dans mon travail, quoi. Avec l'équipe, je ne suis pas tout seul, j'ai mes collègues jardiniers qui m'ont beaucoup aidé. Mais disons que pour moi, ça me revalorise. Et je me sens fier, parce que ça plaît, les échos sont tous bons. Donc ça, pour moi, c'est très, très, très motivant. Vous aussi. Merci pour tout. Merci pour rien, toutes les explications. Voilà. Mais il ne faut pas moins grand. C'est la taille qu'il me faut pour le grand bouquet. Oh, tu veux faire un bouquet conséquent, autant. Non, mais on va voir ce qu'on trouve ailleurs. Ouais. Attends, je vois une dernière branche, une pote, peut-être avant. Voilà, c'est vrai que ça fait des jolis bouquets sur un Oh, il n'y a plus rien actuellement. Voilà. C'est bon? Bon, on va finir dans le bouquetier. Donc là, ce sont les fleurs blanches qui sont là-bas. C'est celles-là qu'on va cueillir. Voilà. Oh, c'est super, ça. Voilà. Ouais, bon, ça va être assez pour ce bouquet-là. Oui, je pense. Oui. Ça fera déjà pas mal. Faut que ça soit assez aérien, faut pas que ça soit rond, un bouquet. Faut qu'il y ait un peu de fantaisie, des fleurs qui retombent. Et puis, il faut pas trop de couleurs. Un bouquet, 2-3 couleurs maximum. À tout à l'heure, je quitte mon tablier parce que là, je change de casquette. Je vais faire maintenant de l'accueil aux visiteurs. Bon, à tout à l'heure. Bon, vous avez étudié la Renaissance? Oui. Ah oui. Voilà. Bon, c'est bien. C'est bien de voir l'histoire dans son lieu. C'est quand même plus intéressant. Donc, vous avez une conférencière qui va vous emmener? Je sais pas. Oui, je pense, oui. Une guideuse. Pardon. Bonjour Lucie. Ça va? Oui. Alors, c'est les enfants pour toi qui sont dehors? Oui, on a le collège. Bon, bonne visite. Merci. Mais soyez sages, parce que j'ai dit à Lucie que vous étiez sage. Alors, l'accueil, c'est l'information aux visiteurs. On renseigne sur les visites, sur les tarifs. On donne des brochures de visite. Voilà. Et là, normalement, on fait du contrôle, mais on renseigne aussi parce que souvent les gens ils ont demandé les toilettes ici, à la caisse. Ils redemandent à nouveau au contrôle. On a mis en place des postes tournants, ce qui permet de faire les différents postes. On fait la visite commentée. Là, on va au PC de sécurité. Tout à l'heure, on était au poste d'accueil. Et après, il y a aussi les changements pour les pauses déjeuner. Donc, ce qui fait qu'on change régulièrement de poste. Là, on a vu sur toutes les salles. Donc, quand on veut intervenir sur une salle, on clique et on l'a en gros. On a une salle de billard. C'est un métier qui évolue tout le temps, si on le veut. On peut le faire évoluer. Et c'est vrai qu'après, c'est passionnant. Et une fois que la passion est arrivée, avec le public, on a des échanges qui sont intéressants. Bonjour. On va commencer à l'intérieur. On parle des châteaux de la Loire, mais vous verrez qu'ils ne sont pas tous bâtis sur le bord de Loire, mais souvent sur un affluent, comme ici, c'est l'Indre qui passe. Là, vous avez un bras qui fait le tour au bout du parc. Ce qui m'intéresse, c'est la vie à l'époque, comment on vivait, essayer de s'imaginer la vie, que ce soit des seigneurs, que ce soit des valets, que ce soit des domestiques, et puis l'évolution un petit peu de cette vie au cours des siècles. Et j'aime comprendre le pourquoi des choses, en fait. On sent vraiment qu'on est la courroie de transmission
entre le monument, qu'on s'est approprié, et les visiteurs. Et on pouvait trouver ce principe de banque-coffre à dossier volant. Vous voyez, il s'incline d'un côté ou de l'autre, selon si on souhaite se mettre dos ou face à la cheminée. Je vous ai dit tout à l'heure que jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, on garde le même mode de vie. Par contre, sous Louis XV, les mentalités changent. On ressent maintenant un besoin de vie privée. À partir de ce moment, on va voir apparaître une nouvelle pièce que l'on va appeler la chambre à coucher. Voilà, tout simplement. Je me lasse pas. Et même des fois, quand je vois mes collègues un peu ronchons, ou des collègues qui sont pressés de rentrer ou pressés de prendre leur pause, mais je dis, écoutez, regardez où vous travaillez, les conditions de travail. Bon, on va dire que c'est presque ça. L'élégance de cette demeure Renaissance a inspiré les plus grands écrivains, comme Honoré de Balzac en 1838. En gravissant une crête, j'admirais pour la première fois le château d'Azay, diamant taillé à facettes serti par l'Indre, monté sur des pilotis, masqués de fleurs. J'essaye d'accoster pour la sortir. Parce qu'on va sortir la barque. La poêle ? T'as besoin du bidon ou pas ? J'ai fait le plein. T'as fait le plein ? On va partir sans. Bon, allez Nicolas, tu vas monter. Et le but du jeu, c'est de nettoyer les nénuphars, les algues qui sont là-bas, les nénuphars là-bas, pour que le miroir, que le château se reflète bien dans le miroir, que ce soit pour les photos et tout ça, ça doit être toujours nickel. Donc on va essayer. C'est une opération qu'on fait tous les ans, de juin à septembre. Et c'est renouvelé toutes les semaines. Toutes les semaines parce que ça pousse continuellement. On va descendre dedans. C'est bizarre, ça c'est une algue qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est plus facile en étant dedans avec le croissant que de faire des navettes et puis en plus ça se prend dans l'hélice du bateau. Les gens sont surpris de voir les efforts qu'on fait parce qu'ils ne s'imaginent pas, ils voient toujours un miroir propre. Et ils ne s'imaginent pas le temps de travail qu'on est dedans. Et ça, ils nous le disent souvent quand on discute avec eux. Il y a des belles cartes.
Ouais, elle est partie de fourrer. C'est par là, hein. Ouais. Pour accéder au comble. Ah oui, petit escalier là. Et ça mène directement tout là-haut. Au niveau du comble. Au début c'est en bois, après c'est en pierre. Ah oui, ok. Bon, nous y voilà. Ça y est. Impeccable. Ok. Bon, bah voilà, hein. Donc on va devoir. Faut qu'on repère les entrées et les sorties des bêtes. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de rechercher toutes les traces de guano, de passage de bêtes qu'il peut y avoir autour. Exactement. Donc en fait, on a posé une caméra infrarouge à cet emplacement parce qu'on suppose que les chauves-souris utilisent ce passage-là pour naviguer dans le château. Alors on voit là toute l'enfilade des poutres, entre le mur et les poutres, il y a un petit défilé et on soupçonne fortement qu'elles utilisent ce chemin-là pour circuler dans le château. Le PNR a été contacté par le château d'Azel-Rideau pour le conseiller et travailler avec eux afin de pouvoir préserver au mieux la colonie de chauves-souris qui est présente dans les combles. Puisque depuis que la colonie a été découverte, les combles ont été ouverts au public et il y a tout un travail à faire pour faire en sorte qu'on puisse maintenir la colonie présente dans les combles sans qu'elle soit dérangée, qu'elle puisse même se développer avec pourtant une fréquentation quotidienne des gens qui passent en dessous. Donc on suppose que les chauves-souris empruntent ce chemin de ronde pour se déplacer. Alors on est dans une des tours du château, la tour sud-ouest, et elle permet notamment aux chauves-souris d'accéder aux arbres qui sont là tout proches, hein, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres du château. Si on regarde, on voit une accumulation de guano, des grottes de chauves-souris. Ce sont des grands murins, ce sont des femelles de grands murins qui se regroupent pour mettre bas leurs petits. Donc là, elles apprécient particulièrement les combles chauds, les grands combles de châteaux et d'églises en particulier, où elles ont de la place pour élever leurs petits et leur apprendre à voler. La colonie ne se présente pas comme d'habitude. Là, les individus sont extrêmement dispersés. En temps normal, ça forme une grappe assez dense. Et là, cette année, peut-être dû aux mauvaises conditions climatiques, il n'y a pas de grappe dense, mais elles sont très dispersées, les femelles. Voilà. On prélève du guano, ce qui va permettre de savoir, en analysant, quelles espèces sont mangées par les grands murins. Un travail que fait aussi le PNR, c'est de mettre en place des sorties chauves-souris, ce qu'on appelle les sorties Chiro, qui permet en fait d'expliquer au grand public comment vivent les chauves-souris. Donc ça se base sur l'intervention d'un professionnel qui vient expliquer la biologie des chauves-souris avec des photos à l'appui. Il y a toute une partie qui est en conférence comme ça en salle et ça se passe le soir et à la nuit tombée, quand la conférence est finie, on sort à l'extérieur avec le public et là on observe concrètement les chauves-souris qui vont évoluer dans la nature. On les détecte avec les détecteurs d'ultrasons. Les gens peuvent entendre à la fois les chauves-souris émettre leur écholocation, leurs ultrasons, et les voir volter, des fois à quelques mètres du public. À l'entrée du château, on remarque une petite maison où se situaient les anciens potagers du domaine. C'est ici que vit Geneviève, l'ancienne adjointe de l'administrateur.
elle continue par passion à décrypter les vestiges du passé. Celle-ci est une gravure de Bourgerie de la fin du 19e, où on voit sur la façade est cette passerelle qui aujourd'hui est remplacée par un terre-plein, donc on ne se rend plus compte qu'on est en train de traverser la rivière. Et on le revoit sur une autre image. J'ai travaillé au château pendant plus de 31 ans. J'ai fait des recherches, j'ai commencé à faire des recherches lorsque Guy Jacquet avait créé un son et lumière assez intéressant. Il m'avait apporté des textes anciens. Je suis tombée dans le texte que je ne pouvais pas lire, donc je suis allée prendre des cours de transcription. Et puis là, voilà, après, une fois que je suis tombée dedans, je suis tombée amoureuse des archives, et en particulier des archives du château d'Azay-Rideau. Voici, par exemple, la page 13 verso. Donc ça, c'est écrit tel qu'on écrivait au XVIe siècle. C'est très joli, c'est très artistique, mais pour comprendre, ça n'est pas du tout évident. Donc on est obligé de remettre en écriture du XXe ou du XXIe siècle. Et donc la page 13 verso, la voici. Tout ce qui est dans ces documents, je ne sais pas en temps, je suis incapable de le dire, mais en écriture, ce sont des kilomètres d'écriture, de transcription, des kilomètres, pendant des heures, des jours, des années. L'inventaire de Biancourt. Ce document-là, c'est un inventaire qui a été fait au début du 19e siècle, à la demande du premier marquis de Biancourt. Et l'archiviste qui a fait ce travail a une écriture formidable, il est facile à lire. Une fois j'étais ici, j'ai trouvé un inventaire que je ne connaissais pas, j'ai poussé un cri. Personne n'a rien dit, mais c'est vraiment la chasse au trésor. Charles de Biancourt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Merci. Donc maintenant, on descend vers le château. On est dans la grande allée. C'est au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe, que le marquis de Vassé, propriétaire du château d'Azay, a créé cette avenue. D'ailleurs, c'est une avenue. Salut Patrick. Bonjour, comment va? Ça va? Ça va Patrick? Il y en a qui pensent que je suis Brigitte Bardot, mais pas du tout. Ah bon? Ça va? Oui. Et là, on a la trace de cette tour-là, elle a été détruite par le deuxième marquis de Biancourt, le premier Armand de Biancourt. Il a détruit une tour féodale pour faire construire cette tour néo-renaissance. Et on a la trace de l'ancienne tour qui était beaucoup, beaucoup plus grosse que la tour d'aujourd'hui. On voit les pierres dans la rivière. On voit le diamètre de la tour. Là. Donc le pavillon chinois construit par le premier marquis de Biancourt dans l'angle du château à la place de cette tourelle, donc se trouvait dans cet angle-là et allait jusque devant la fenêtre. Et puis ici, donc, on arrivait sur l'île du château par une grande passerelle, comme ça, une grande passerelle romantique. Le deuxième marquis de Biancourt, Armand François-Marie de Biancourt, a fait d'énormes travaux à la fois dans le château et à la fois dans le parc. Et le deuxième Armand, son fils, quelques années après la mort d'Armand Ier, fera démolir le pavillon chinois et construire la tourelle que vous voyez aujourd'hui. Ce sont donc les Biancourt qui ont terminé, entre guillemets, le château Renaissance. Du temps des Biancourt, il y avait des dizaines de tableaux, ils étaient tous les uns à côté des autres. Les Biancourt, je les connais, je crois, mieux que personne, parce que j'ai lu des lettres, j'ai lu leurs lettres. Même on se sent un petit peu indiscret quand on lit les lettres. Mais une fois qu'on a commencé les recherches, on a envie d'en savoir plus. J'aime bien, il y en a que j'aime
plus que d'autres. Je suis par exemple plus attachée au deuxième et au dernier qu'au premier et au troisième, qui sont de toute façon très intéressants. Bien sûr, on s'intéresse et on est un petit peu intime. C'est une photo qui a été prise en 1851 lors de la campagne de Mérimée qui voulait faire une campagne photographique de tous les monuments de France et pour voir dans quel état ils étaient, pour pouvoir les restaurer, etc. Et c'est la seule photo qu'on ait de cette époque-là. Et c'est la première photo qu'on connaisse du château d'Azay avec le pavillon chinois. Et la petite tour néo-gothique qui était devant. C'était quand même une vie plus proche de la nôtre que la vie jusqu'au 18e. Le 19e, c'est quand même la maison. Azay, c'est une maison de campagne où on vient en vacances. Comme moi, je venais en vacances chez ma grand-mère à Azay-Rideau. C'était un petit peu ça, sauf que moi, c'était pas un château. Lui et les enfants Biancourt, c'était leur château. Edmond est par le jeu des mariages l'héritier de la famille Biancourt. Petit-neveu du vicomte de Poncin qui avait pour épouse Marguerite de Biancourt, il vit à 45 km d'Azay-le-Rideau à Sérel, au domaine de la Bédouère. Prends le biberon. Tu veux prendre, Sixtine? J'ai eu la grande chance de grandir en Sologne, au milieu des bois. Un environnement qui a accueilli dans les années 1960 le premier parc animalier ouvert au public. Et ayant grandi comme le font aujourd'hui mes filles, à leur contact, cette passion s'est développée, s'est mûrie, s'est aguerrie. Et je suis au stade où maintenant j'essaye de transmettre tout en restant très respectueux de la nature, de l'environnement et de l'impact que ça peut avoir sur nos enfants. Voilà. Kipling a été un compagnon de route du mari de Marguerite de Biancourt. Ce Kipling a marqué un petit peu la façon dans laquelle j'ai grandi, la façon dont je vais éduquer mes filles, puisque c'est, si tu peux voir l'ouvrage de ta vie détruit et te mettre à ton tour, te mettre à rebâtir, tu seras un homme, mon fils. On essaye. Tu fais un grand geste, au revoir les serres. Copine. Vas-y, monte sur la copine. Voilà. Geneviève. Bonjour Edmond. Bonjour Geneviève. Ça va bien? Je suis hyper content que vous veniez nous retrouver aujourd'hui. Et moi aussi, je me suis perdue comme d'habitude pour venir chez vous. Ah, mais ça c'est normal. J'ai retrouvé le sous-main du marquis avec à l'intérieur le marquis de Biancourt, mort en 1914. Le marquis, c'est un beau vieillard, le marquis de Biancourt. Il était magnifique, il était très beau, il avait les yeux très clairs. Avec voilà, la fin de sa vie dans son appartement parisien, 1914, juste avant de mourir. Et également ce qui est le lien entre Azay et aujourd'hui, c'est-à-dire Marguerite de Biancourt. Quand les deux garçons sont morts, les deux fils du marquis, il n'y avait plus personne pour reprendre le flambeau familial. Là, c'est la rivière. C'est là, ça fait tout le tour. On est où là? On est à Azay-le-Rideau. Azay-le-Rideau, absolument. Et qui est-ce qui a habité Azay-le-Rideau? Moi. Non, non, pas toi. Non, c'est pas toi qui habite Azay-le-Rideau. Ah, ça, c'est le salon. L'impression que l'on peut avoir quand on est dans ces pièces-là, c'est qu'il y a eu des larmes, il y a eu des rires, il y a eu des retrouvailles, il y a eu des mondanités, il y a eu un mode de vie très particulier qui était le quotidien, mais qui a traversé l'histoire, les grands rendez-vous de l'histoire, les problèmes politiques, les problèmes diplomatiques, les problèmes économiques, les problèmes religieux. On se dit que tout ça a été abordé ici et c'est une ambiance qui incite à une certaine sérénité. Alors Isor, tu vois ce tapis? Est-ce que tu l'as déjà vu? Ouais. Il était où? Il était là. Non, il n'était pas là, il était à la maison. À la Renaissance, il s'est
Et là-haut, est-ce que tu as déjà vu ça quelque part? Ouais. Où? Ben, à la maison. Hein? Au salon, tu as ça? Ouais. Au départ, les armoiries et les blasons avaient pour but, sur des boucliers, d'identifier les hommes au combat. C'était un peu la carte de visite, on le savait, et puis tout se déclinait avec la couronne, les couleurs, les animaux, les oiseaux, différentes choses. Voilà, c'était pour reconnaître, parce que les gars ne savaient ni lire ni écrire, mais on savait quelles étaient les armes qui étaient là. Maintenant, tu veux voir le lave-vaisselle? Le lave-vaisselle, il est là. Ça, c'est le lave-vaisselle de l'époque. On tirait l'eau avec un seau au bout d'une corde, on tirait comme ça et la corde frottait contre le puits. Et on voit bien la marque de la corde qui frottait contre le puits, là, sur la margelle. Merci Geneviève. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vois pas. Vas-y, communique avec nous, t'inquiète. Vous allez au château, là? Bonjour, madame. Construit en... Je sais plus, c'est trop vieux. Julia jugar un plateau. C'est un plateau. Le sketch, il peut se faire en fait. Cette année, le château d'Azel-Rideau, joyau mystérieux et onirique de la Renaissance, accueille petits et grands pour une expérience sensorielle. Les murs ont des images, proposent au fil des tableaux un voyage unique à travers le temps. Un parcours qui se déroule à l'intérieur du château d'Azel-Rideau, qui arrive pour la première fois depuis 50 ans que des spectacles sont organisés l'été à Azel-Rideau. Alors, l'objectif qui nous avait été donné par le Centre des Monuments Nationaux qui gère ce monument était de s'adresser au public le plus large, comme les spectacles nocturnes habituellement, puisqu'il y a 50% de visiteurs étrangers. Le minimum de discours de manière à ce qu'on n'exclue pas par les messages qu'on veut faire passer une partie du public. Et puis aussi l'obligation, étant donné que c'est un château qui reçoit quand même près de 300 000 visiteurs par an et dont une partie importante l'été, l'obligation que dans la journée, les installations du parcours nocturne disparaissent ou tout du moins se voient le moins possible. Donc les techniques utilisées sont des techniques assez classiques de vidéographisme et de mapping. Tous les soirs, on nous remet les clés en fait, du château à 19h et puis on en fait ce qu'on veut dans le respect évidemment des impératifs de conservation qui nous ont été donnés par l'équipe du Centre des Monuments Nationaux, par l'équipe du château. Et c'est vraiment une grande chance pour nous d'avoir pu rajouter des éclairages, d'avoir pu rajouter des zones de projection, bien entendu, des ambiances sonores, même des odeurs dans la cuisine, parce que ça nous a permis de redonner vie, je dirais, à ce château. Je suis très contente de ce que j'ai vu parce que je trouve que c'est une proposition artistique qui est très poétique, qui fait fonctionner l'imaginaire et qui met en valeur les collections. C'est un parcours nocturne qui est très ciselé et qui est vraiment inédit pour le château d'Azel-Rideau parce qu'il a lieu à l'intérieur même de cette boîte secrète qui va s'ouvrir comme ça en pleine nuit. Alors on va découvrir les personnages qui ont vécu au château, toute la famille Biancourt. On va redécouvrir les tapisseries avec quelques audaces et puis un jeu des comédiens qui est à la fois charmant, très étonnant et même un peu détonnant. Les nocturnes sont des moments festifs
où les familles, après un dîner dans le village, viennent redécouvrir le château qu'ils ont souvent visité aussi 2 jours. Mais ça permet d'avoir 2 propositions différentes, à la fois pour la lecture de l'architecture et puis toute la magie de la nuit. Quand la nuit tombe à Azel Rideau, les couleurs se modifient, la couleur de la pierre, à la fois les verts du parc qui sont des verts qui s'assombrissent à ce moment-là. Et le château n'est plus le même que celui qu'on peut voir en journée.